Récemment, j'ai découvert une théorie de conspiration liée à la Grande Muraille de Chine. Elle est si étrange que je me suis senti obligé d'en faire une vidéo. En réalité, si l'on parle de la Chine ancienne en général, c'est un sujet extrêmement mystérieux. Très peu de gens savent que la Chine possède d'anciennes pyramides. Oui, cette information est publique, mais presque personne ne réalise combien de pyramides existent réellement en Chine. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'une grande partie de ces pyramides est fermée aux visiteurs. Pas toutes, bien sûr. Mais si vous regardez attentivement, vous remarquerez qu'il existe très peu de photographies de nombreuses pyramides. Et celles qui existent sont souvent anciennes, floues et de mauvaise qualité. Les informations accessibles au public sont également très limitées. Sur ma chaîne, j'ai déjà dit plusieurs fois que les pyramides elles-mêmes sont une preuve de l'existence d'une ancienne civilisation perdue qui s'étendait autrefois sur plusieurs continents. Je ne considère pas comme une coïncidence le fait que des pyramides se trouvent sur 4 continents. Bien sûr, les sceptiques diront qu'une pyramide est la forme la plus simple possible. Même un enfant peut en construire une avec des cubes, en posant une couche puis une autre par-dessus. Mais les choses changent quand il s'agit de blocs de pierre pesant plusieurs tonnes. Et pourtant, le simple fait qu'il y ait si peu d'informations sur les pyramides chinoises soulève déjà des questions, car la plupart du temps, on ne peut les voir que sur des images satellites. Et le fait qu'un grand nombre de pyramides soient fermées au public soulève déjà des interrogations. Mais ce n'est pas tout. Regardez attentivement, elles ont littéralement été recouvertes de terre et plantées d'arbres. Avec le temps, les racines de ces arbres détruisent les ruines, mais en plus, elles cachent tout simplement les pyramides à la vue. Pourquoi ferait-on cela ? Nous avons vu la même chose, par exemple, à Göbekli Tepe, où des arbres ont également été plantés au-dessus des ruines. Certains diront que ce n'est pas du tout une conspiration, mais je ne vais pas entrer dans ce débat maintenant. Le simple fait que des arbres poussent sur les pyramides chinoises peut être interprété soit comme une négligence archéologique flagrante, soit comme une tentative consciente de les cacher au public. Oui, pour certains cela peut sembler fou, mais je vous invite à étudier ce sujet des pyramides chinoises. Il existe suffisamment d'informations sur certaines d'entre elles et aussi d'entre elles. Mais si l'on tient compte du fait qu'il y en a des centaines en Chine et que seule une petite partie est ouverte à l'étude, cela devient déjà suspect. Revenons maintenant au sujet principal de cette vidéo. Comme je l'ai mentionné au début, il s'agit d'une théorie liée à la Grande Muraille de Chine, Et je dois avouer que lorsque j'ai commencé à étudier ce sujet plus en profondeur, j'en ai eu littéralement la chair de poule. Si cela vous intéresse, je préparerai certainement une vidéo séparée sur les pyramides en chinoise. Mais pour l'instant, je ne me presse pas. Ce sujet demande du temps et une immersion sérieuse, car beaucoup de choses y sont réellement cachées aux regards extérieurs. Alors voici un petit spoiler, je vais vous le dire franchement. La version officielle concernant les Mongols est un conte pour les naïfs. Oui, bien sûr, les manuels scolaires disent que la Grande Muraille a été construite pour se défendre contre les nomades qui menaçaient la Chine. Mais plus je me plongeais dans le sujet, plus une autre idée devenait claire. Le mur n'a pas été construit pour se protéger d'ennemis extérieurs, mais pour retenir quelqu'un à l'intérieur. Et il existe plusieurs raisons vraiment sérieuses à cela. À la fin de cette vidéo, vous verrez vous-même que cette explication semble bien plus logique que tout ce qu'on nous a raconté à l'école. Commençons par des questions simples. La Grande Muraille a été construite dans des régions montagneuses de Chine, dans des endroits peu peuplés, où la construction était extrêmement difficile. Pourtant, les constructeurs auraient même pu s'éloigner des montagnes de quelques kilomètres et bâtir la muraille sur la plaine. Pour une raison inconnue, ils ne l'ont pas fait. Des ressources colossales ont été dépensées pour construire la muraille dans les montagnes. Des centaines de milliers,
voire des millions d'ouvriers y ont participé. Mais n'aurait-il pas été plus simple de loger ces mêmes personnes, de les armer, de les transformer en armées et de simplement affronter les envahisseurs avec des épées et des lances? Admettons que les Chinois soient une nation pacifique, d'accord. Mais avec ces mêmes ouvriers et le même argent, on aurait pu créer une armée bien équipée pour protéger le territoire chinois. Deuxième question. Imaginons la situation telle que la décrivent les historiens. Plusieurs fois par an, des nomades attaquaient les Chinois, les pillaient, capturaient les hommes comme esclaves et emmenaient les femmes comme concubines. Cette situation convenait aux nomades et dura des décennies, voire des siècles. Selon l'histoire officielle, à un moment donné, les Chinois décidèrent d'y mettre fin et commencèrent à construire la Grande Muraille. Mais il y a quelque chose d'étrange. Pendant que la muraille était en construction, les nomades, sachant que ce mur leur fermerait l'accès à un butin facile, n'empêchaient pourtant pas les Chinois de construire. N'aurait-il pas été logique d'attaquer et d'empêcher la construction? On pourrait dire que l'armée chinoise protégeait les travaux. Mais alors, une question apparaît. Si l'armée pouvait protéger la construction de la muraille, pourquoi ne protégeait-elle pas la Chine elle-même contre les nomades? Cela signifie que, selon la version officielle, l'armée chinoise serait soudainement devenue plus forte précisément pendant la construction. Et là, une autre question se pose. Si l'armée était déjà assez forte pour protéger le pays, pourquoi continuer à construire la muraille? Cela ressemble déjà à un paradoxe. Et ainsi se dessine une image étrange. Des centaines de milliers d'ouvriers construisent la muraille. La muraille, ça y est, l'armée les protège, mais les nomades, censés être innombrables et invincibles, ne peuvent rien faire. Et rien ne peut rien faire. La Chine finit enfermée derrière une barrière de pierre, comme dans une immense maison verrouillée. Une autre question apparaît. Pourquoi construire un mur précisément dans les montagnes? Aujourd'hui encore, y accéder est difficile. Le parking au pied de la muraille peut se trouver à plusieurs heures de route, et la route menant au site touristique n'a été construite que récemment, et seulement à un endroit. De l'autre côté du mur, il n'y a même pas de route, seulement des crêtes rocheuses. Ce n'est pas l'Everest, bien sûr, mais les hauteurs atteignent tout de même 300 à 500 mètres. Il est logique de demander pourquoi construire un mur là où l'ennemi aurait déjà énormément de difficultés à arriver? Et là, de sérieux doutes apparaissent. Les nomades pouvaient-ils réellement lancer des attaques massives contre la Chine à travers des cols montagneux? Leur principale tactique était la mobilité et les attaques rapides à cheval. Mais pour qu'une grande armée puisse combattre, il faut d'énormes réserves de nourriture, d'eau et d'armes. Transporter tout cela sur de étroits sentiers de montagne, où une embuscade est possible à tout moment, est pratiquement impossible. Si les nomades possédaient vraiment une supériorité numérique aussi grande que le disent les historiens, il aurait été beaucoup plus logique d'attaquer par les plaines, par exemple depuis le territoire de la Mongolie actuelle ou des steppes d'Asie centrale. Même un écolier comprendrait cela. Pourtant, selon la version officielle, les nomades auraient choisi de franchir les montagnes. Et encore une question, où sont les traces de ces batailles interminables? S'il y avait eu des affrontements sanglants pendant des siècles, l'archéologie devrait révéler des fosses communes près de la muraille. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'immenses cimetières, pas des milliers de squelettes, pas d'artefacts de grandes batailles. Alors où sont passées ces hordes qui attaquaient pendant des siècles? Se sont-elles simplement évaporées ou devons-nous imaginer une scène encore plus absurde? Pendant des siècles, les nomades attaquent et pillent, puis ils regardent tranquillement les Chinois construire la muraille. Et une fois la muraille terminée, ils disent simplement « Bon, d'accord, on les laisse tranquilles ». Sérieusement, cela ressemble davantage à un conte pour enfants qu'à de l'histoire réelle. La logique dit autre chose. Si un ennemi s'est nourri de pillage pendant des siècles,
il ne laissera jamais fermer sa source de richesse. Il combattra jusqu'au bout, cherchera des faiblesses, contournera ou détruira le mur. Mais nous ne voyons rien de tout cela, ni dans l'archéologie, ni dans les sources. Pourquoi les chroniques officielles parlent-elles si peu d'un projet aussi colossal que la Grande Muraille? Réfléchissez. Des millions d'ouvriers, des décennies de construction, des ressources gigantesques, des milliers de morts à cause de la faim et de l'épuisement. Tout cela aurait dû laisser une énorme quantité de documents. Pourtant, les descriptions détaillées sont étonnamment rares. Et cela soulève une question simple. Pourquoi?